Bonjour à toutes et à tous. C'est très heureux de pouvoir vous parler d'un sujet important en l'époque que nous connaissons, celle de l'histoire des épidémies. Et nous avons intitulé cette visioconférence La peste et le choléra parce que dans le langage commun, et très souvent, on associe la peste et le choléra comme le symbole des deux grandes épidémies de l'histoire, du passé. Elles sont associées dans le langage populaire. Elles ont fait d'ailleurs aussi l'objet d'un roman, un très bon roman qui a été publié par Patrick Deville, qui s'appelle Peste et choléra, publié en 2012, qui raconte la découverte des bacilles. Et nous allons raisonner, réfléchir, essayer d'avancer avec vous autour de cette question de l'histoire des épidémies, en essayant de répondre à trois grandes questions. Et la première, je vais la poser à Myriam. Comment la peste a-t-elle surgi au Moyen-Âge ? Alors, il y a toujours eu des épisodes de peste, mais comment elle surgit au Moyen-Âge, je dirais qu'il y a une peste qu'on connaît bien, c'est la peste de 1348, on a plus ou moins assimilé le Moyen-Âge à cette peste de 1348, qui a été cette peste noire, qu'on appelait, donc, qui vient du latin pestis atra, c'est-à-dire peste lugubre, en fait. Et on connaît mieux cette peste que d'autres pestes qui ont déjà sévi aussi au Moyen-Âge. Il y a donc, c'est vrai, plusieurs épisodes de peste. Il y en a un qu'on connaît moins, c'est celle qu'on appelle la peste de Justinien. Cette peste qui va arriver dans tout et qui va toucher tout le pourtour méditerranéen et qui arrive en 540 et qui s'éteindra 2 siècles plus tard. Cette peste dont nous avons peu de sources, mais nous savons qu'elle a été extrêmement vécue dramatiquement, D'ailleurs, il y a un texte d'un évêque, Grégoire de Tours, qui aux alentours de 560, nous rapporte que à Marseille, la peste a fait énormément de morts, que la peste a été un moment dramatique pour toute la population. Mais on a très peu de sources. Alors, elle s'éteint vers aux alentours de 740, on ne sait pas très bien. Ça explique aussi pourquoi les difficultés économiques qu'a connues à ce moment-là le pourtour méditerranéen, et puis qui finalement va favoriser toute l'économie du Nord. Mais je vais revenir sur cette peste de 1348, celle qu'on appelle la Grande Peste, alors qui va rester, il y a un épisode très important, le bacille est présent partout dans toute l'Europe de 1358 à 1352. 1348, eh bien, cette peste qui est appelée donc peste noire ou grande peste, elle est venue d'Extrême-Orient, elle a suivi la route de la soie pour atteindre Messine et Marseille, et de là va se répandre dans toute l'Europe. Il faut bien voir qu'elle a une progression de à peu près, on sait, 65 km par jour, et qu'à ce moment-là, eh bien, toute l'Europe va être atteinte. Alors cette peste noire, elle est, alors on raconte souvent une anecdote qui n'en est pas tout à fait une, mais c'est vrai qu'elle a été aussi la première guerre épidémiologique, dans la mesure où comment s'est-elle répandue, eh bien comment est-elle arrivée vraiment en Europe? Elle est arrivée donc des pourtours de la mer Noire en Crimée, et donc apportée par les Mongols et donc amenée dans cette ville, en contaminant la population. On disait qu'on avait catapulté les corps des pestiférés par-dessus les murs de la ville et qu'à ce moment-là, la peste s'était répandue et que tous ceux qui avaient fui la ville donc sont partis avec la peste. Et de là, ils sont arrivés donc à Messine d'abord et puis aussi à Marseille. Et de là, la peste est partie. Comme Myriam, qui enseigne l'histoire médiévale à l'université de Haute-Alsace, l'a dit, eh bien, la peste, elle va continuer, elle va s'installer et elle va frapper en particulier les villes du sud, notamment du sud de la France. 1720, dernière grande épidémie de peste, et les chiffres sont impressionnants, 100 000 habitants à Marseille, 45 000 décèdent suite à la maladie. Et à partir de là, il n'y a plus de grands épisodes de peste. En 1796, Jenner invente même le premier vaccin contre une épidémie, en l'occurrence la variole. Donc les femmes et les hommes, au début du 19e siècle, pensent qu'ils sont protégés. Et c'est à ce moment-là que va sévir le choléra. La première grande épidémie de choléra, c'est 1817-1825, 8 ans. Il va y avoir 6 pandémies
au cours du 19e et du 20e siècle. Des pandémies qui, à chaque fois, vont tuer beaucoup d'individus. On peut dire que, dans l'ensemble, presque, on peut parler de millions de morts. Mais en même temps, l'impact de l'épidémie n'a rien à voir avec celui de la peste. Prenons le cas de Paris au milieu du 19e siècle, 1 million d'habitants. Les épidémies de choléra vont toucher quelques 15 à 20 000 habitants. Et en même temps, bien sûr, c'est quelque chose qui frappe les esprits, mais l'impact démographique est moins important. Donc, cette pandémie, la 7e, elle a démarré en 1961 et on peut considérer qu'elle est là de façon latente. Ce qui est important de noter, c'est qu'en définitive, même si leur impact a été moins important en termes démographiques, en termes, je dirais, notamment en termes de conséquences générales, eh bien, l'épidémie de choléra, les épidémies de choléra ont marqué les esprits. 2 exemples. Premier exemple, 1911. Le choléra frappe la ville de Venise. Et à ce moment-là, Thomas Mann écrit l'un des plus grands romans contemporains, Mort à Venise, repris de façon magistrale par Luchino Visconti dans le film qui porte le même nom. Et deuxième remarque, nous parlons souvent et nous disons souvent dans notre langage courant, nous avons une peur bleue. Pourquoi nous avons une peur bleue? Parce que les colériques, ceux qui étaient malades du choléra, avaient un visage cyanosé, un visage bleu. Cela nous amène évidemment toute cette importance que nous avons racontée pour le Moyen-Âge et pour l'époque contemporaine à la question, la deuxième question que je pose à Myriam, pourquoi, en définitive, ces épidémies intéressent-elles profondément les historiens? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la peste, cette peste du VIe siècle, on a très peu de sources. En revanche, pour la peste de 1348, on a beaucoup de sources. On a beaucoup de sources et c'est vrai que les historiens ont à leur portée d'abord toutes sortes de sources. Je vais commencer par dire les journaux, les journaux qui écrivent les clercs, qui écrivent donc les hommes d'église, qui écrivent aussi les bourgeois des villes, et c'est d'abord une contamination urbaine. Et donc c'est une maladie, je dirais la peste est urbaine avant tout. Et c'est vrai que il y a un effet bien retransmis, un effet de sidération des populations. Et cet effet de sidération va se traduire par un besoin d'écriture, un besoin de compenser par l'écriture. Donc nous avons beaucoup de sources. Nous avons beaucoup de sources qui nous permettent d'appréhender au fond des phénomènes et qui sont autant, je dirais, de terres d'investigation essentielles pour les historiens. Bien d'abord, comment la maladie était-elle perçue par les hommes du Moyen-Âge? Quelle perception avait-il du corps? Quelle est la place aussi de la médecine à ce moment-là? Aussi, on peut voir que les médecins sont de plus en plus nombreux, qu'il existe bien sûr une université de médecine à Paris à ce moment-là, et les historiens s'interrogent, les historiennes, les historiens s'interrogent sur comment est-ce que les médecins, et là on a quelques écrits, les médecins ont-ils perçu cette maladie? Alors, ce qui est, je vais le dire très rapidement, mais ce qui apparaît le plus significatif pour nous, c'est que les médecins sont totalement eux-mêmes totalement démunis devant cette peste qui arrive. Il faut bien voir que les Européens ont perdu la mémoire totalement de la peste, cette peste du 6e siècle, 7e siècle, où elle a été à peine sévie dans certains endroits, dans certains, on peut dire, mais loin de l'Europe. Donc on a peu de mémoire de cette peste. Donc elle arrive et les médecins eux-mêmes sont démunis. Ils n'ont pas les éléments pour comprendre cette peste. La contamination va être assez vite connue, mais on n'a pas les éléments même pour combattre cette contamination. Donc on a des sources qui nous permettent de comprendre quelles sont les attitudes vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la vie et de la mort, qui sont quand même les terrains qui nous intéressent. On travaille sur de l'humain, donc ce qui nous intéresse avant tout. Et c'est pourquoi les médiévistes ont travaillé beaucoup je dirais presque sur cet avant et cet après de peste. Ce que dit Myriam est essentiel. Un historien est tributaire, alors il dit quand on enseigne l'histoire de ses sources, mais disons que des traces, de ce qui a été laissé. Et ces époques d'épidémie,
elle multiplie les traces. Je pense, par exemple, au livre des morts qui sont publiés dans chacune des villes et qui donnent précisément les causes des décès. Et donc, cela permet en définitive aux historiens de réaliser ce qui est, je dirais, l'une des vraies questions épistémologiques que nous nous posons en histoire, pour l'histoire des sociétés. Quel est l'écart entre les représentations d'un côté et les réalités des sociétés de l'autre? Et ces périodes d'épidémie, c'est comme si étaient exacerbées des représentations extrêmement fortes, extrêmement marquantes des sociétés. Je vais en prendre quelques exemples. Première représentation, c'est qu'il y aurait des empoisonneurs, parce qu'en définitive, on ne sait pas ce qui a causé l'épidémie. Donc il y aurait derrière des espèces de démons machiavéliques qui auraient porté l'épidémie. Pourquoi pas d'ailleurs, souvent une partie du corps médical, ceux qui étaient dans la recherche, sont associés à cette idée qu'ils pourraient être des empoisonneurs. Donc on ne sait pas qui. Le deuxième représentation qui est très importante, c'est la fin des rituels. En période d'épidémie, on ne peut pas enterrer ces morts comme on voudrait le faire et comme les morts mériteraient d'être enterrés. Donc, cette mise entre parenthèses des rituels est extrêmement marquante pour les femmes et les hommes de l'époque. Et la troisième, parmi d'autres, représentation, c'est que ce mal qu'on connaît mal, ce mal qui oblige à changer toutes ses façons de vivre, eh bien ce mal, il faut lui donner une origine, il faut l'associer à une réalité. Et malheureusement, comme ce qui se passe aujourd'hui, le choléra, pour les femmes et les hommes du 19e siècle, c'est un choléra asiatique. Il vient d'Asie, c'est parce qu'en Asie, il y a eu ce choléra qu'il s'est répandu en Occident et en Europe. Ça, c'est le plan des représentations qui est extrêmement riche et donc extrêmement révélateur pour comprendre les sociétés. Et puis derrière, eh bien, il y a le travail que l'on fait en histoire sociale, que l'on fait en démographie historique, étudier les populations, que l'on fait aussi en épidémiologie historique, en travaillant sur les cohortes d'individus. Et à ce moment-là, eh bien, on découvre un terrain qui permet de comprendre aussi quels sont les groupes sociaux, les couches sociales qui sont les plus touchés par le fléau. Et là, malheureusement, comme un peu ce qui se passe aujourd'hui, il y a un rôle et donc un prix à payer extrêmement lourd pour les soignants, pour les médecins, mais aussi bien sûr pour tous les personnels soignants, pour les infirmières et pour les infirmiers. Et puis, soyons très clairs aussi, sans être caricatural, ce sont plutôt les pauvres qui sont frappés par l'épidémie que les riches. Et puis, on voit aussi, et c'est patient à découvrir, qu'un certain nombre de professions, de métiers vont être plus touchés en fonction des conditions même de la maladie. Je prends un exemple, celui des maraîchers. Ceux qui, en gros, faisaient les fruits et légumes qui permettaient à la ville de s'approvisionner en produits frais. Eh bien, ces maraîchers, par exemple, dans l'Italie du 19e siècle, ils utilisaient deux matières premières pour faire leur travail. L'eau et les matières fécales qui leur servaient d'engrais. Et ces deux leviers, ces deux matières premières se sont révélées de formidables leviers de transmission de l'épidémie, ce qui explique que certaines professions, les maraîchers, les tout petits commerçants, tous ceux, les colporteurs, ont été particulièrement touchés. Évidemment, l'historienne travaille pour le temps. Donc ça m'amène et ça me conduit à la troisième et dernière question que je vais poser à Myriam. Qu'est-ce que les épidémies ont généré comme changement, et notamment comme changements sociaux, culturels, et évidemment en renvoyant d'abord l'exemple de la peste au Moyen-Âge. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu un effet de sidération, donc un avant et un après. D'abord, sur le plan médical, on ne peut pas dire vraiment que la peste noire donc, a permis de faire avancer la science.
Les médecins ont bien sûr continué à analyser le phénomène, mais à partir des modèles qui étaient les leurs, la théorie des tempéraments, la thèse des prédispositions naturelles aussi, puisqu'on était aussi l'astrologie qui comptait énormément. Mais on voit très bien que après d'entre 1348 et 1352, les multiples interrogations des médecins vont faire qu'on va produire un ensemble de théories médicales. Il y a bien sûr des travaux d'alchimie aussi qui vont apparaître à ce moment-là, et puis la littérature aussi qui se fait l'écho des épidémies. Elle reflète, et en ça elle est très importante pour nous, elle reflète les peurs, témoigne des violences aussi qui accompagnent ces moments aussi de paix, c'est-à-dire au fond tous ces effets collatéraux qui sont absolument dramatiques, souvent dramatiques, rejet de l'autre aussi, rejet de l'autre, haine de l'autre, et puis bien sûr il faut mentionner ce moment d'antisémitisme, ce moment, cette rumeur qui va partir très vite. Il va avoir des effets dramatiques puisqu'on va accuser les Juifs d'avoir empoisonné donc les puits. Alors, l'antisémitisme ne naît pas à ce moment-là, il est déjà très présent, notamment dans le Royaume de France, mais aussi dans cet empire romain germanique. Et c'est vrai d'une manière dramatique, puisqu'on connaît l'épisode de Strasbourg où la moitié de la population de la communauté juive va être exterminée. On pourra en citer d'autres épisodes aussi dramatiques. Donc, je choisis de dire ce moment-là, on est dans et on connaît ça actuellement, dans une espèce de théorie du complot. On va aussi emmurer les familles dans certaines villes donc une haine du malade aussi qui va s'installer. Donc vraiment l'effroi, la violence aussi qui apparaît et qui va rester aussi longtemps dans la littérature, dans la peinture également. Et pour reprendre aussi ce qu'Olivier disait, c'est aussi en même temps la fin des solidarités. On note bien que, bien sûr, parce qu'on ne peut pas enterrer ces morts. J'ai en tête ce passage du bourgeois de Paris, ce clerc de l'université, qui écrit « On n'a même plus le temps, à Paris en 1418, on n'a même plus le temps d'enterrer nos morts ». Et il ajoute « On les saupoudre de terre ». Et donc, il faut imaginer que les Parisiens voyaient ces corps, ils étaient quotidiennement confrontés à la mort. Donc, ce qui va changer des attitudes, leur attitude vis-à-vis, c'est la présence du cadavre dans la littérature et bien sûr dans la peinture. Et puis, c'est, comme disait Olivier, c'est aussi la fin des solidarités, solidarité familiale, solidarité de quartier. C'est une certaine solitude de l'individu. Et on a souvent dit que c'est l'émergence du jeu à ce moment-là, que ça s'accompagne d'une véritable conscience de la solitude, et puis et c'est qui conduit aussi parfois à des excès mystiques aussi que l'Église signale, l'Église essaye de tempérer, mais qui va donner des mouvements comme le fameux mouvement des flagellants. On va être dans l'excès, on va dire de la pénitence, puisqu'il s'agissait de mortifier le corps, de se fouetter et d'aller de ville en ville pour mortifier ce corps qui au fond était à l'origine de tous ces péchés, puisque même si Dieu n'a pas bien sûr que les médecins, bien sûr que d'ailleurs le pape lui-même ne dit pas que Dieu a envoyé la maladie, mais tout de même, ça reste quand même présent dans les esprits, et les médecins conseillent aussi aux malades de ne pas oublier de prier tout de même. Mais on est aussi dans l'excès de l'autre côté, on sait, et Boccaccio nous l'a raconté, Boccace dans son Décaméron, eh bien on s'amuse beaucoup aussi. L'envie de vivre, c'est ce qui se développe au fond, cet âpre savoir de la vie, comme disait Huizinga. C'est, Myriam vient de le dire, un moment de fin de solidarité. C'est en définitive, acceptons l'idée, l'épidémie, c'est une formidable épreuve de vérité. Épreuve de vérité entre les puissants, entre ceux qui tiennent le pouvoir et entre tous ceux qui subissent le pouvoir et qui
refusent quelque part les règles du jeu, puisqu'elles vont toucher au plus profond d'eux, et notamment de leur vie et de leur rapport à la mort. Et entre les deux, entre les autorités et, je dirais, l'ensemble de la société, le peuple ou l'ensemble de ceux qui connaissent la maladie, il y a le rôle très particulier des médecins. Les médecins sont bien sûr ceux qui peuvent soigner, mais ce sont aussi ceux qui sont dans la position d'experts, plutôt du côté des autorités. Ceux qui savent soigner, et il faut évidemment, et là aussi c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, voir le décalage entre la découverte scientifique directement utile et puis évidemment son utilisation en termes thérapeutiques. Le premier choléra, la première grande pandémie du 19e siècle, date de 1817. Et pourtant, c'est simplement en 1854, donc 37 ans après, que Pacini, médecin italien, invente le bacille qui porte son nom. Mais en définitive, ce bacille, le bacille de la peste, est associé à un médecin allemand, Koch, qui le découvre en 1883. Donc on mesure tout le temps pris pour arriver, en quelque sorte, à la bonne découverte et donc à la bonne solution thérapeutique. Et pendant ce temps-là, il y a des médecins qui font croire ou qui imaginent avoir trouvé la bonne solution. L'un des cas les plus frappants, c'est celui de ce jeune médecin allemand convaincu qu'il fallait boire le sang malade du choléra pour guérir de la maladie et qui meurt sur le coup. Donc il y a ce décalage et ce rôle de la médecine. Et puis, en définitive, le choléra pose de grandes questions sur l'organisation de la société. Et évidemment, une question qu'on pourrait faire aujourd'hui et renvoyer à la question du confinement, est-ce qu'il faut bloquer toute forme de déplacement? La question, les hommes et les femmes du 19e siècle, elle la pose par exemple pour les navires qui vont de l'extérieur, qui arrivent dans les grands ports français pour approvisionner le pays. Est-ce qu'il faut, et c'est l'invention du mot, les mettre en quarantaine, les bloquer 40 jours, et donc avec le risque de bloquer à la fois l'approvisionnement, de bloquer le commerce, de bloquer ce qui est un dogme sacro-saint pour les femmes et les hommes du 19e siècle, le libéralisme, la possibilité de faire tout l'échange. Donc la question est extrêmement compliquée à régler. Est-ce que c'est ça la vraie et la bonne solution pour les épidémies? Voilà ce que nous voulions vous dire et quelques mots de conclusion. Myriam? Alors, je veux dire, les épidémies, j'ai parlé de la peste. La peste, elle est toujours là, elle est présente. Pour parler du 21e siècle, on a vu quelques cas en Algérie en 2003. À Madagascar, il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a encore des foyers de rongeurs qui sont donc porteurs de la peste, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on ne le savait pas au Moyen-Âge, ce n'est pas le rongeur lui-même, mais c'est donc la puce qui transmettait. Ça, au Moyen-Âge, on ne le sait pas. Aujourd'hui, on a bien identifié quand même la peste, et puis depuis longtemps. Et puis, on nous dit beaucoup en ce moment, lisez la peste de Camus, c'est vrai, même si 1945, donc la peste est en Algérie, Camus en a fait un livre qui est sorti 2 ans après. Eh bien, c'est bien sûr de la peste brune dont il parle, mais c'est aussi les réactions d'excès, de haine, des actions absolument dramatiques aussi qui font suite souvent à des moments aussi difficiles que vivent les sociétés. Comme l'a dit Myriam, en définitive, l'épidémie, elle est consubstantielle avec l'histoire de l'humanité. Nous avons toujours eu des épidémies, nous avons une épidémie terrible en ce moment et nous en aurons toujours. Les épidémies, et notamment celles dont on vient de vous parler, Myriam l'a rappelé pour la peste, on peut dire la même chose pour le choléra, sont toujours à l'état latent avec d'autres qui surgissent, dont évidemment le Covid-19. Sur le choléra, ce qui est frappant de constater, c'est que le choléra est considéré comme une épidémie dormante. C'est comme si elle rôdait un peu partout et qu'elle n'était pas, fort heureusement, aujourd'hui en extension, en développement. Mais en définitive, quand on dit épidémie dormante, ça veut dire qu'elle est en quelque sorte quelque part dans la nature qui nous entoure.
Et pour conclure cette intervention, je voudrais reprendre l'exemple de notre collègue et ami Arnaud Fontanet, qui porte si bien les couleurs du conservatoire, en disant, et l'exemple du pangolin le montre bien, en définitive, nous, femmes et hommes, si nous pouvions tirer une vraie leçon de l'épidémie que nous connaissons, c'est qu'il faut faire attention à respecter les équilibres, les grands équilibres, et notamment les grands équilibres naturels. Nous vous remercions d'avoir suivi cette conférence, très heureux de l'avoir racontée avec vous. Merci beaucoup.